Au Tchad, au moins 35 personnes ont été tuées, dont un militaire, dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du pays. Cette province est, rappelons-le, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés. En France, l'ex-secrétaire d'État Georges Tron a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour viol et agression sexuelle. Cette décision de la Cour d'assises de Paris est un soulagement pour la victime. En Géorgie, le Premier ministre Giorgi Gakaria a annoncé sa démission, critiquant la décision d'un tribunal d'ordonner le placement en détention d'un dirigeant de l'opposition, ce qui pourrait, selon lui, mener à une escalade politique. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue au Tchad. Au moins 35 personnes ont été tuées, dont un militaire, dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du pays. Cette province est, rappelons-le, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés. Reportage. Des cultivateurs ont été attaqués par des coupeurs de route. Cette attaque a fait 1 mort et 2 blessés, a indiqué Mahamad, le secrétaire général de la province du Salamat. En représailles, les cultivateurs qui accusent les éleveurs d'être responsables ont attaqué lundi dernier une zone où vivent les éleveurs dans la province du Salamat, dans le sud-est du Tchad. Au total, ces affrontements intercommunautaires ont fait 35 morts, dont un militaire, a déclaré le secrétaire général de la province du Salamat. Depuis ces affrontements, des forces de l'ordre ont été déployées dans la zone. Le retour au calme est intervenu ce lundi après-midi. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Selon le politologue tchadien Évariste Ngarlem Toldé, les conflits se sont généralisés dans presque toutes les provinces du Tchad dans le sud, le centre et l'est ces dernières années et elles prennent des proportions inquiétantes. Les autorités locales ont un parti pris flagrant puisqu'elles détiennent des troupeaux, ce qui ne facilite pas le règlement à l'amiable de ces conflits intercommunautaires, poursuit-il. Lors de son allocution du 31 décembre dernier, le président tchadien Idriss Déby Itno s'était dit affligé et consterné par les affrontements meurtriers survenus dans plusieurs localités ces derniers mois. Au Congo-Brazzaville, 7 candidats vont à la conquête du fauteuil présidentiel. La Cour constitutionnelle a en effet publié ce mercredi la liste des candidats retenus dans le cadre de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Le président Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession, puis cumule 36 ans à la tête de ce pays. À 77 ans, Denis Sassou Nguesso discutera à nouveau le fauteuil présidentiel le 21 mars prochain. Face à lui, 6 autres challengers. La Cour constitutionnelle du pays a retenu 7 dossiers de candidature. Celle de Michel Mboussi Ngouari, qui se réclame de l'opposition modérée, n'a pas été retenue, selon le président de la Cour constitutionnelle. Il lui est reproché de ne pas avoir présenté notamment un certificat médical délivré par les médecins assermentés et une déclaration de moralité fiscale. La Cour a également relevé une incohérence entre la signature apposée au bas de sa déclaration de candidature et le spécimen de celle produite. Denis Sassou Nguesso brigue un 4e mandat. Président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992, il avait perdu la première élection pluraliste organisée dans ce pays en 92, remportée par Pascal Lissouba, qui l'a ensuite évincé au thème d'une sanglante guerre civile en 1997 grâce à l'appui des troupes angolaises. Sassou Nguesso a remporté toutes les élections depuis 2002. Le scrutin présidentiel de 1996 a été le plus contesté. L'épiscopat s'est dit récemment inquiet de la transparence de la présidentielle du 21 mars. Le chef de l'État sortant aura notamment pour adversaire son ancien ministre des Finances, Mathias Dzan. Au Niger, le second tour de la présidentielle se jouera dimanche prochain entre l'ancien président Maman Ousmane et le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. Déjà président entre 1993 et 1996, Maman Ousmane veut croire en ses chances.
Pour la première fois au Niger, une transition démocratique va passer le relais d'un président à l'autre par les urnes. Ce sera soit Mahaman Ousmane, soit Mohamed Bazoum. Candidat du parti du pouvoir, Mohamed Bazoum passe pour grand favori du scrutin après avoir remporté le premier tour à 39,3% contre presque 17% pour l'ancien président Mahaman Ousmane. Si M. Bazoum, qui prône la continuité, mais les gens n'ont pas du tout envie de continuer à souffrir. Ils n'ont pas envie de continuer à gémir. Ils n'ont pas du tout envie de continuer à chercher à se débrouiller chaque matin pour chercher la pitance. L'insécurité, je vous dis, mais elle est générée par les frustrations que les populations subissent. En attendant dimanche pour le second tour, des militants ratissent les campagnes et font des meetings. Face à la machine du PNDS, parti présidentiel, qui a recouvert de sa couleur rose la plupart des rues du pays, eux font avec les moyens du bord. C'est vrai, ils ont de l'argent. Mais effectivement, nous qui sommes en train de battre campagne, nous travaillons avec les moyens de bord. Et comme je vous l'ai dit, les gens ne sont pas dupes. Ils sont prêts on leur dit, quand on vous donne l'argent, il faut prendre votre argent. C'est l'argent du peuple nigérien. Prenez l'argent. Mais quand il s'agit de vote, faites le bon choix. 18 partis d'opposition, dont celui de Mahaman Ousmane, rassemblés au sein de la coalition CAP 2021, ont appelé les candidats recalés au premier tour à se rallier à la candidature de l'ancien président. Bénéficiant de l'appui de Hama Amadou, principal opposant écarté du scrutin, CAP 2021 a déjà menacé de ne pas reconnaître les résultats du second tour s'il n'est pas transparent et honnête, sans bourrage d'urne. En Géorgie, le Premier ministre Giorgi Gakaria a annoncé sa démission, critiquant la décision d'un tribunal d'ordonner le placement en détention d'un dirigeant de l'opposition, ce qui pourrait, selon lui, mener à une escalade politique. C'est lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision que le ministre a annoncé la nouvelle. « J'ai pris la décision de quitter mes fonctions », a déclaré Giorgi Gakaria, critiquant la décision d'un tribunal d'ordonner le placement en détention d'un dirigeant de l'opposition. Pour le Premier ministre démissionnaire, cette décision judiciaire est un risque pour la santé et la vie de ses concitoyens, ce qui pourrait créer la possibilité d'une escalade politique dans le pays. Ma position absolument inébranlable est qu'il est inacceptable d'appliquer une mesure, même légale, à une personne en particulier si cela présente un risque pour la santé et la vie de nos concitoyens ou si cela crée la possibilité d'une escalade politique dans le pays. Je n'ai malheureusement pas pu me mettre d'accord avec mon équipe sur cette question. J'ai pris la décision de démissionner. Nika Melia, l'opposant dont il est question, est un dirigeant du Mouvement national unifié, un parti fondé par l'ex-président en exil, Mikhail Saakachvili. Il est accusé par la justice d'avoir organisé des violences de masse en 2019. Un tribunal géorgien a ordonné ce mercredi son placement en détention provisoire. Il encourt 9 ans de prison. Ses partisans dénoncent pour leur part des poursuites politiques et ont averti qu'ils allaient résister à toute tentative de la police de l'arrêter. L'opposant se trouve à Tbilissi, au siège du parti, où les dirigeants de la quasi-totalité des formations d'opposition se sont réunis dès ce mercredi pour le soutenir. Ce jour-là, la télévision géorgienne a montré des images de la police anti-émeute s'approchant des locaux. Melia a dénoncé, toujours ce mercredi, les poursuites le visant comme une absurdité judiciaire. En France, l'ex-secrétaire d'État Georges Tron a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour viol et agression sexuelle en réunion sur une collaboratrice de sa mairie et l'a placé en détention. Cette décision de la Cour d'assises de Paris est un soulagement pour la victime et également un espoir pour d'autres victimes de viol, selon ses avocats. Reportage.
La condamnation de l'ex-secrétaire d'État de la France à 5 ans de prison, dont 3 fermes, a sonné comme un coup de théâtre dans ce feuilleton long de 10 ans, marqué par la démission de Georges Tron du gouvernement Fillon en 2011, une ordonnance de non-lieu infirmée et l'acquittement des 2 accusés en première instance en 2018. 2 anciennes employées de la mairie de Travers accusait Georges Tron de leur avoir imposé des attouchements et pénétrations digitales entre 2007 et 2010, généralement lors de scènes de triolisme avec son adjointe à la culture d'alors Brigitte Cruel. Les 2 intéressés niaient en bloc. Au terme d'un délibéré de 11 heures, la Cour a déclaré l'élu de 63 ans coupable de viol et agression sexuelle en réunion sur Virginie Etel. Elle l'a en revanche acquittée de faits similaires sur l'autre plaignante, Eva Loubrieux. Brigitte Gruel a écopé de 2 ans de prison avec sursis. La Cour a par ailleurs prononcé une peine de 6 ans d'inéligibilité contre Georges Tron. C'est un message de soulagement pour ma cliente et c'est un message d'espoir pour d'autres femmes qui sont dans cette situation. Parce que ça permet de montrer que la subordination, le lien de subordination, la condition de dépendance économique, eh bien, c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte dans l'appréciation de l'existence ou de la non-existence d'un consentement à une relation sexuelle. Pour le milieu du travail et l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui a été l'un des piliers de ce dossier également, ne peut que se satisfaire, j'imagine, de cette avancée qui est une avancée majeure. Rendu public quelques jours après l'éclatement de l'affaire Dominique Strauss-Kahn en mai 2011, ce dossier a été jugé en appel en plein débat sur les violences sexuelles et les rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Un contexte sociétal que les partis civils n'ont pas manqué d'invoquer durant les longues journées de débat. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.